Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alexandre de Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouveau mini-sode et aujourd'hui je me trouve à Louvciennes, quelque part entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, parce que je suis à la brasserie Toussaint où m'accueille Clément, du coup, fondateur de la brasserie. Salut Alexandre. Salut Clément, et merci de m'accueillir du coup. Mini-sode, encore une fois, au sujet d'une brasserie. On va essayer d'évoquer un petit peu l'histoire de la brasserie, son actualité, son avenir et d'autres sujets si la discussion nous y mène. Du coup, est-ce que tu peux déjà un peu nous parler de ta brasserie? Quand est-ce que tu l'as créée? Ouais, alors du coup, la brasserie, moi, je l'ai créée en 2016. Donc créé tout seul avec un brassin sur des brassins de 5 hectos. J'ai décidé de me lancer. Donc moi à la base je suis microbiologiste de formation. D'accord. J'ai fait beaucoup de microbio appliqué à tout ce qui était fermentation industrielle, la méthanisation, le compostage et puis essentiellement fermentation. D'accord, ouais. Un peu comme tout le monde, hein, la bière, c'est un peu né dans la cuisine de mes parents. Bien qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait très peu de kits. Mon premier brassin, je l'ai fait en décembre 2012. D'accord. Ouais, décembre. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était pas forcément encore très développé la microbrasserie, brasserie à la maison. C'était très confidentiel. Ouais. Tout le début des premiers kits, les conserves de sirop de malt. Donc ouais, premier brassin le 25 décembre. C'est mes frères et sœurs qui m'ont offert ça. D'accord. Voilà. Ils savaient que j'aimais bien tout ce qui était chimie, parce qu'à l'époque j'étais en école d'ingé. Du coup. D'accord. Donc j'aimais bien la bière, beaucoup la bière belge, éduquée à la cuvée des trolls. Même si aujourd'hui, c'est plus trop ça. Hein. C'est plus trop ce qu'on aime. Mais éduqué à la bière belge dans mon école et premier brassin en amateur dans la cuisine de mes parents. Ça a vite pris, en fait. Moi, j'ai adoré le concept de faire de la bière. Et au final, je suis passé en tout grain assez rapidement. C'est marrant, c'est un schéma que je retrouve assez souvent quand je parle avec des brasseurs. Beaucoup ont commencé au final en homebrewing et ça leur a donné envie de se lancer derrière. Ouais. Et l'autre parallèle qui est drôle, c'est la bière belge. En fait, à chaque fois, on dit dans le podcast que la bière belge, c'est un peu le tremplin vers la craft. Ouais. Et à chaque fois, je me fais taper dessus par les Belges qui disent mais arrêtez de parler de la bière belge qu'en parlant de triple carmélite et de cuvée des trolls. Il y a quand même beaucoup mieux en Belgique. Ouais, c'est vrai qu'il y a mieux. Non, mais c'est clair. Mais on a tous commencé par ça. En fait, tous les gens qui sont intéressés à de la bière, à de la vraie bière, autre que ce qu'on trouvait en France. Il y a 10 ans, c'est sûr que le côté bière belge, c'était un peu la découverte de nouvelles choses. Oui, puis la craft en France, c'est vrai qu'elle s'était développée que tardivement en fait. Ça fait peut-être 5 ans qu'il y a vraiment un gros renouveau, on va dire, un regain d'intérêt dessus. Ouais. Avant ça, c'était encore très, très confidentiel, il y avait très peu de brasseries artisanales qui se développaient. Donc au final, la notion d'artisanat, on l'a retrouvée surtout chez les brasseries belges. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait aussi moins de compétition. En soi, quand j'ai commencé à brasser en amateur, dans le coin, il y avait que le tout premier, Emmanuel de Vol Céleste, qui était là. Et du coup, on découvrait des trucs vraiment nouveaux. C'était super cool. Mais il n'y avait pas du tout cette concurrence et du coup en fait des délires qui naissent, des bières avec à peu près tout et n'importe quoi et en fait au final qui permettent de découvrir des trucs vraiment géniaux. Et il n'y avait pas ça encore à cette époque. Ouais. C'est sûr que 2012-2014, il devait y avoir, je pense, 400, dans les 400 microbrasseries en France. Ouais, alors que là, on est quasiment à 2000, je crois, maintenant. Ouais. Donc, mais ce qui est génial, en fait, moi, je trouve ça génial qu'il y ait autant de microbrasseries, parce qu'on peut vraiment découvrir des trucs un peu fous, quoi.
Ouais, clairement. D'ailleurs, je reviens un peu sur le parallèle que tu faisais avec les bières belges, parce que si on regarde le site de la brasserie, tu parles de la simplicité des recettes et que tu qualifies de bière de caractère proche de celle de nos voisins belges. C'est vraiment ce qui t'a inspiré quand tu t'es lancé ? Et ouais, exactement. En fait, ce qui m'a décidé de me lancer à plus grande échelle, c'est qu'on avait un bar dans notre école d'ingé où il y avait 12 becs, que de la belge, donc triple carmélite, cuvée des trolls, délirium, les grands classiques. Et en fait, on a un semestre où le bar a fermé pour travaux. Et du coup, on n'avait plus de bière. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai développé la première recette que j'ai faite, qui est notre triple au miel. D'accord. Et qui, pour le coup, est vraiment 100% belge. D'accord. Et ça, c'est la première recette, du coup. Première recette qui a jamais changé. Et bien qu'aujourd'hui, même si moi, c'est pas ma préférée, quand les gens s'intéressent à la brasserie artisanale et s'intéressent à du coup notre brasserie parce qu'ils l'ont trouvé, c'est à côté de chez eux ou sur un référencement internet quelconque, et en fait ils commencent par celle-là, c'est souvent leur préférée de la gamme. C'est la porte d'accès à la craft en fait. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, ils se disent tiens, je vais aller, c'est marrant, il a fait ça, je vais aller vers quelque chose d'un peu plus amer ou vers quelque chose qui est un peu plus léger en alcool, parce que sur la triple, on est quand même à 8 degrés. Oui. Voilà, on est sur vraiment le standard, une levure belge. Et ouais, de toute façon, je le cacherai pas, sur notre gamme classique. Moi, je me suis vraiment inspiré de ces bières belges que j'ai bu et avec lesquelles j'ai commencé dans le monde de la bière, quoi. Donc du coup, en fait, quand tu as créé ta brasserie, tu t'es lancé vraiment, on va dire, dans l'idée d'essayer de proposer une alternative à ces brasseries belges, mais made in France. Il y avait déjà, on va dire, une vision un peu plus craft avec des bières. Après, il y avait les deux. En fait, du coup, quand j'ai lancé en 2016, je me suis vraiment mis à fond. En fait, depuis 2014, j'avais mon business plan qui était prêt. J'avais tout créé en école. Il me manquait juste les sous. Donc, c'est pas donné dans une brasserie. Ouais. Qu'il a fallu trouver. Je voulais absolument pas lancer en brassage à façon. D'accord. C'était un choix. Je voulais vraiment, moi, ce qui me plaît dans la bière, c'est la fabrication. Donc je voulais pas le faire fabriquer par quelqu'un d'autre. Et du coup, il me manquait un peu d'argent pour lancer ça. Et il y avait déjà des 2014 et 2016 quand j'ai lancé, il y avait déjà quand même des brasseries qui se démarquaient, notamment Deck et Donohu, honnêtement, c'était au moment de leur plein boom. C'est vrai. Et en fait, moi j'aimais bien leur vision de proposer des trucs différents, enfin made in France, mais pas partir directement dans l'IPA ultra amer, être accessible, présent dans les restaurants. Et en fait, c'est un peu ça que je voulais faire. Et à l'époque, on avait aussi très peu de brasseries qui utilisaient du houblon français. Ça, c'était un truc que je trouvais fou. Parce qu'en France, on a du houblon, et quand tu vas au Canada, ils sont super fiers de brasser des bières avec leur houblon canadien. Alors bien sûr, ils font de l'IPA avec des houblons américains, etc. Mais en faisant le parallèle, moi j'aimais bien le côté aussi faire un truc accessible, une craft française qui ressemble un peu au belge, mais tout en utilisant aussi du houblon français. Donc c'est vrai que dans notre gamme classique, on utilise beaucoup les houblons français parce que je trouve qu'il y a des trucs super bien et que c'est sympa de les utiliser. Et c'était à l'époque aussi, quand je suis arrivé en 2016, c'était un peu différenciant parce qu'il y avait peu de gens qui le faisaient. Aujourd'hui, t'as beaucoup de brasseries qui les utilisent et tant mieux. Ça veut dire qu'on va avoir des trucs super bien en France. Oui, parce qu'à l'image des brasseries en France qui se développent en plein boom, c'est vrai qu'on a les houblonnières qui sont en train de reprendre vie un peu aussi en France. Ça se redéveloppe. Tant mieux. Ouais, c'est ça. Et du coup, si personne leur achète leur houblon, voilà, c'est comme les maltes en fait. C'est comme les micro-malteries. Si tu achètes pas français, du coup, on n'arrivera jamais à relancer cette filière et ça sera un peu un cercle sans fin. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de pas se lancer directement en bio, parce que nous, on voulait se lancer en français. D'accord, c'est d'ailleurs sur ton site, j'ai vu que tu parlais de 98% de produits français. Ouais. Alors le site n'est pas ultra à jour, mais globalement, oui, tu restes.
si tu prends une bière et que tu fais ton pourcentage sur même sur malt ou blond, oui, tu as 98% qui sont français, parce que notre malt est français. Oui. Mais après, voilà, on voulait aller au-delà et vraiment être pas que sur la matière première. Et tu vois, nos cartons, ils sont fabriqués dans le 78. Alors c'est sûr, on les paye plus cher, mais je trouve ça plus sympa. On essaye, pareil, que les étiquettes, elles sont imprimées en France. Et aujourd'hui, t'as beaucoup de concurrents de pays de l'Est ou même l'Espagne sur le carton qui sont beaucoup moins chers. Mais on a aussi fait le choix d'acheter en français, comme on a fait le choix d'avoir un utilitaire fabriqué en France. Voilà, non, l'idée c'est de se dire, et ça en donne encore plus de sens aujourd'hui après la crise du Covid, c'est que si personne achète français, forcément on n'arrivera pas à produire plus en France. Donc sur le site, c'était l'idée de base, et aujourd'hui c'est pour ça qu'on n'avait pas lancé le bio, parce que c'était à la base super difficile d'avoir des houblons bio français. Ouais. Et voilà, on voulait vraiment garantir ce côté français. Le houblon bio, français ou pas d'ailleurs, de manière générale, ça reste quand même une problématique pour beaucoup de brasseurs, je crois. Ouais. Et après, on est très limité si on veut faire du bio 100%. C'est ça. Et après pour moi, faire du... Je comprends la démarche. On peut avoir des dérogations sur les houblons pour pouvoir pour faire garder la certification sans pour autant être... C'est ça. Donc bon, après moi, je trouvais que ça faisait pas trop sens. Donc on va lancer là 2 bières en 100% bio, pour lesquelles on a réussi à avoir des houblons bio. Ouais, donc ça sera 100% bio et français. Okay. Donc ça on est content. Alors quand tu t'es lancé, on va dire vraiment dans la brasserie de manière professionnelle, tu as commencé sur quoi comme matériel, comme capacité de brassage? On a commencé en 5 hectos. D'accord. Tu étais déjà dans le local où on est en ce moment ou... Ouais, c'est exact. Ouais. C'était le même local. Après, on n'utilisait pas tout. Ouais, tu avais une partie, là où aujourd'hui il y a la ligne d'embouteillage, c'était des bureaux. Aujourd'hui, on n'a plus de bureau, on a des palettes. Mais ouais, non, on a commencé en 5 hectos avec une capacité de 20 hectos en fermentation. Moi, j'ai commencé tout seul et c'est ce qui m'a permis, en fait, au bout d'1 an et demi, de pouvoir me sortir un salaire. Pas un haut salaire, mais un salaire. Mais un salaire, c'est déjà ça. Mais en embouteillant, après, voilà, j'étais tout seul. J'avais un de mes frères qui m'a aidé sur tous les embouteillages. Et ce qu'on était à la main, Enol Master, 4 becs, 4 bouteilles par 4 bouteilles. Voilà, aujourd'hui, on est bien content de plus en être à ça. Mais il y avait donc un de mes frères qui m'aidait constamment sur tous les embouteillages. J'ai jamais fait un embouteillage tout seul. Et mes parents aussi à la fin qui à la retraite ont fait moult embouteillages tous les deux, un à la capsuleuse et l'autre à la tireuse. Il y a une histoire de famille du coup dans le lancement de la brasserie. C'était vraiment le but, même en utilisant le nom Toussaint qui est mon nom de famille. C'était d'en faire un peu comme les dynasties belges, d'en faire une histoire de famille. Et c'est vrai que en fait tout le monde m'a apporté cette touche. Il y avait le côté, c'est eux qui m'ont offert le kit qui m'a permis de brasser. Ma sœur, elle est œnologue, elle m'a vachement aidé sur la fermentation, sur les recettes. J'ai un de mes frères qui est dans la finance, qui m'a aidé sur tout le montage financier de la brasserie. Un autre dans le marketing qui m'a aidé. Un autre qui fait beaucoup de vidéos de publicité, qui m'a aidé à faire ma vidéo du crowdfunding, etc. Donc c'était vraiment une belle histoire de famille, en faire une dynastie et puis être sur le modèle des maîtres de l'orge, parce que c'est quand même de cette BD que me vient cette envie de bière à la base. Tu as évoqué le crowdfunding, ça faisait partie des choses que j'avais notées. Du coup, au lancement de la brasserie, tu as fait appel à un financement participatif du coup. Ouais. C'était un passage obligatoire selon toi pour pouvoir lancer la brasserie ou... Non, c'était un moyen de t'accélérer. Alors c'était pas obligatoire. En
En fait, c'était un peu... c'était pas obligatoire pour le financement, puisqu'on a été suivi directement par une banque. On a fait un gros capital avec mes frères, mes parents. On a été suivi par une banque directement. Vraiment, c'était super. Et le crowdfunding, c'était à la fois... donc nous, on l'a fait en contrepartie. On donnait l'équivalent en bière. En fait, on n'a pas gagné d'argent sur le crowdfunding, clairement, puisqu'on a redonné le nombre de bières exact que les gens auraient acheté au prix réel. Mais c'était aussi un moyen de faire du bruit autour du projet. Ouais, commencer avec un capital, on va dire, de clients. Exactement. En fait, de faire connaître la brasserie dès le début. C'est ça. Ouais. Et en fait, bon, il y avait quand même beaucoup de gens qui connaissaient la bière et mon envie de faire de la bière, hein, parce qu'en amateur, moi, j'étais quand même à une production de plus de 150 litres par semaine. Ah oui, tu veux bien arroser les copains. Voilà, donc la famille, les copains, tout le monde connaissait, avait cette envie et en fait m'ont poussé. Et le crowdfunding, ça a un peu permis de concrétiser tout ça. Ils ont vu que c'était solide et moi, ça m'a permis. Alors après, avec cette avance de trésorerie, ça m'a permis de financer l'étiqueteuse qu'on utilise toujours aujourd'hui. Donc c'était pas un passage obligé, mais c'était une belle aventure et par contre je le referai pas du tout. Ah ouais. Ouais, c'est très très chronophage. C'est très chronophage, il faut l'animer, il faut remercier les gens. Voilà, à chaque fois, moi je tenais à remercier chaque personne qui avait participé. D'accord. Que ce soit 5 euros il y a eu beaucoup de 400 euros. Ouais, il y a eu, dans mes souvenirs, il y a eu 130 participants. D'accord, ouais. C'était, voilà, ça a été plutôt des participations aux alentours de 20 euros. Voilà. Mais c'était super sympa. C'était super sympa à faire. Ça a permis aussi de lancer... tout le monde était invité à l'inauguration de la brasserie. Et du coup, en fait, c'est un peu devenu... pour les gens proches de la brasserie, c'est un peu devenu le rendez-vous incontournable tous les ans. Il y a des gens qui font leurs vacances en fonction de la date de l'anniversaire. Donc on a eu l'inauguration et ensuite les 1 an, 2 ans, 3 ans. Malheureusement, il n'y a pas eu les 4 ans. Ça a toujours lieu en juin et on n'a pas pu le faire cette année. Mais bon, on fera les 5 ans. Ce sera une double fête pour les 5 ans. Voilà, double fête. Et non, mais du coup, ouais, on fait une bière tous les ans qui reste dans notre gamme. Après. Parce que c'était la bière des 1 an, du coup, c'est la même recette qui est rebrassée tous les ans ou ça change? Non, en fait, la bière des 1 an, c'est notre IPA numéro 1 et qui est rentrée à la gamme. C'est notre IPA permanente maintenant. Ouais, exactement. Okay. La deuxième année, c'était la Spot 78, qui est aussi une permanente chez nous. Numéro 3, qu'on ne devait pas laisser en permanent, qu'on devait faire en saisonnalité, donc ce qui est une session myrtille cassis. Et qui a énormément plu, donc on l'a refait encore cette année. Et du coup, en plus, comme on nous a privé de nos 4 ans, on a rebrassé la numéro 3, appelé numéro 3, bière anniversaire, on est bloqué à 3 ans, on passe pas à 4, on passera à 4 l'année prochaine. Ok. Et du coup, on a évoqué le local donc, dans lequel tu as commencé. Il y a une petite spécificité quand même dans ce local? Ouais, en fait, on a eu la chance d'avoir un local qui était donc un ancien local où il y avait des arboriculteurs qui faisaient leur stockage de fruits. Donc en fait, Louvciennes, c'était vachement exploité pour tout ce qui est pommes et poires. Il y a même eu de la distillation dans ce local. D'accord. Mais en fait, donc il y a une partie du local qui est enterrée et qui nous permet d'avoir une chambre froide naturelle qu'on arrive à maintenir avec une petite clim d'appoint en période estivale comme aujourd'hui où il fait 33 degrés dehors. C'est ça. Demain, on va frôler les 40 et on restera entre 14 et 16 dans notre stock, et ce qui nous permet en fait de pouvoir bien conserver la bière et d'arriver même en ce moment on arrive chez les clients avec les fûts qui perlent de condensation parce qu'ils sont bien frais. Ouais, bah, du coup, pour être allé dans la chambre froide, je confirme, avec c'est impressionnant par rapport à la température extérieure, la fraîcheur qu'il y fait avec juste la petite clim qu'on pourrait avoir dans son salon pour se rafraîchir. Quoi. C'est vraiment une petite clim d'appoint. Ouais. Et puis encore, t'es pas venu un jour de brassin, hein, parce qu'il fait à peu près 47 dans la brasserie quand on brasse. Ah oui. Et à côté, c'est même dangereux d'aller à côté parce que t'en ressors pas. Thermique, le choc thermique est assez violent.
Mais non, c'est un super local et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en décrocher. J'aimerais bien que mes voisins partent, mais je fais tout pour. Si vous m'entendez, les voisins, partez. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en, vous êtes sympas, mais on aimerait bien s'agrandir encore. Du coup, tu as évoqué aussi un peu la gamme permanente. On a commencé en parlant de la triple au miel. Tu nous as évoqué du coup la numéro 1 qui est donc l'IPA de la première année qui est restée la permanente. On a parlé de la Spot 78. T'as quoi d'autre dans la gamme permanente du coup? Gamme permanente, on a 2 blondes. La Lucienne, qui est en fait un petit clin d'œil à la ville de Louvciennes dans laquelle on est. Puisque en fait, avant de s'appeler Louvciennes et que les habitants s'appellent les Louvciennois, en fait, on les a appelés longtemps les Luciennois. Voilà, donc d'où le nom Lucienne. Ça, c'est notre blonde vraiment... type Lager, très sec, très doux, à 4 degrés. Voilà, c'était l'idée aussi en l'appelant luciennoise, enfin la Lucienne, en faisant ce parallèle aux Luciennois, c'était de un peu introduire la brasserie auprès des Louvciennois. D'accord. Parce qu'on est quand même dans le 78. On n'est pas sur un public entre Versailles et... Versailles, ça a bien changé en 4 ans. Ouais, clairement, je confirme. Ça a ça a changé sur l'offre. Mais il y a 4 ans, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de bières, mis à part dans la birothèque Barados, qui sont un peu les référents à Versailles. Il n'y avait pas du tout dans les bars de la craft. Alors qu'aujourd'hui, tu peux trouver des bars qui proposent des bières artisanales sans être un bar à bière spécialisé, quoi. Et même tu parlais du Barados qui, quand moi je l'ai connu à l'ouverture il y a 7 ou 8 ans, ouais, je pense. C'était des mecs de Belge en fait. Ah bah c'était de la Belge. J'ai l'impression que j'ai évolué moi en même temps que le Barados, tu vois. J'ai découvert le Barados, je me suis intéressé à la Belge, j'ai découvert la punk IPA là-bas et moi je suis tombé dans la craft avec le Barados, ça a évolué comme ça. Ouais, mais l'ouverture de la birothèque derrière. Mais clairement chez Bichette derrière aussi qui voilà, avec 20 becs craft. Ouais. Ouais, non, c'est assez fou et c'est génial. Et ce qui est bien aussi dans la birothèque, c'est qu'ils n'ont pas, comme beaucoup de caves, aujourd'hui, des caves spécialisées qui se spécialisent et qui ont que de l'américaine, que du houblon. La birothèque, ils ont aussi gardé ce côté bière belge avec une offre en fait super hétéroclite, quoi. Du coup, aujourd'hui, tu peux toujours commencer à t'intéresser par de la belge en allant à la birothèque et ensuite ils te guideront vers des choses plus complexes et c'est un peu l'idée de notre gamme classique, c'est d'être entre les deux, quoi. Ouais. Pouvoir intéresser les néophytes et les gens qui n'y connaissent absolument rien. Exactement. Nous, faire découvrir un petit peu ouais, c'est ça. Et après, donc voilà, notre gamme classique, elle est là pour ça, faire découvrir la carte. Et après, on part sur d'autres choses. Toujours en étant limité par le matériel, mais on part vers d'autres trucs et on essaye de faire des trucs un peu plus marrants. Donc voilà, ouais. Donc Lucienne qui est dans notre gamme classique. On a la blonde. Donc la différence du coup entre la Lucienne et la blonde, ça se joue à quel notre niveau? Blonde, ça joue plus sur le côté maltais. En fait, la blonde va être plus complexe sur les maltes et plus amère. Plus en fait ce que tu attends d'une blonde artisanale quand tu veux une blonde qui a un peu plus de corps, un peu plus de goût. Voilà, l'idée c'était ça, c'est d'avoir un truc très très soft en entrée qui permet de viser beaucoup de restaurants. La Lucienne aujourd'hui elle est énormément présente en restauration à Paris et à Versailles dans les alentours. On a beaucoup de restos qui travaillent avec la Lucienne. C'est en bouteille, ça fait partie de nos best-sellers. D'accord. Et après, donc blonde. On a notre blanche aussi. Ouais, la blanche, ok. Blanche qui est ultra intéressante, qu'on travaille avec le Mistral, houblon français Mistral, qui confère des notes vachement agrumes, fruits jaunes, super sympa. On l'utilise en dry hop. Sur la blanche, donc, et par contre toujours en utilisant une levure de blanche, donc levure belge classique. Donc on a
ce côté blanche traditionnelle qui réconforte les gens, et en même temps on les amène vers un truc beaucoup plus sympa parce que moins de blé, donc pas pâteux en bouche, et le côté houblon qui permet de se donner ce petit peps et de changer de la Hoegaarden, quoi. Alors derrière, tu as aussi la French Pale Ale. Ouais. Ça, c'est aussi en permanent. French Pale Ale, ouais, c'est on l'a lancé en janvier 2017. C'est de la permanente, ça reste ma préférée. On est sur un truc une Pale Ale ultra classique, brassée avec de l'Aramis, Aramis Trisol Spalt, donc 2 houblons français qui sont cultivés en Alsace et que moi j'adore. Franchement, la French Pale Ale, il faut pas du tout qu'elle soit vendue comme une IPA, parce que c'est clairement pas une IPA. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais c'est marrant, je retrouve pas le côté fruité, exotique des houblons. Et là, il faut, tu vois, il y a un travail à faire et leur dire, bah non, mais en France, en fait, l'Aramis, il est pas du tout comme ça. Il peut y avoir d'autres choses. Il est beaucoup plus sur le côté herbacé, boisé. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché. Et pour moi, c'est la Pale Ale de fin de journée, vraiment cool, qui pourrait limite, tu vois, remplacer une ambrée et avec plus de peps, un peu plus jeune, quoi. Bah, du coup, dans ta gamme permanente, donc il y a la Spot 78, tu m'as dit que c'était la 2e anniversaire. Ouais, 2e anniversaire. Devenue permanente. J'ai une petite question sur cette bière-là, parce que sur l'illustration, on voit des surfeurs. Ouais. Et pour Louvciennes, on n'est pas vraiment à côté de Biarritz et Osgore, donc non. Pourquoi c'est le pétage de câble de la 2e année. 2e année difficile pour moi parce qu'on a dépassé, je pense, les 400 hectos. Tout seul. J'ai dépassé les 400 hectos tout seul. Et c'est le moment où vraiment j'avais envie de partir en vacances. Ça faisait 3 ans que j'étais pas parti, ça faisait 3 ans que j'avais pas surfé, parce que de peur de me péter un truc. Voilà, quand tu es tout seul à faire la production, la livraison, si tu te casses un bras... plus en capacité de brasser, il n'y a plus rien qui tourne. Voilà, c'est un peu... du coup, j'avais un peu arrêté les sports dangereux, tout ce qui est ski, snowboard, je me suis mis à faire des raquettes, et j'avais arrêté le surf aussi. Faute de temps aussi, hein, clairement. Et du coup, j'avais envie de revenir à ça. Voilà, la Spot 78, c'est on peut boire des bonnes bières de fin de session bien florales dans le 78 et le soleil sera là grâce à la bière. Du coup, la Spot 78, moi, j'ai fait un week-end avec des amis il n'y a pas longtemps. Ça a été ma bière du coup de soif, on va dire. Parce que tu as sorti des mini-fûts de 5 litres autonomes. Et elle faisait partie de la gamme en mini-fût, donc la Spot 78. Ouais, exactement. Vraiment très sympa comme bière. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. C'est vraiment la bière que tu peux boire sans problème sous le soleil, avec la chaleur. Comme tu dis, quoi, fin de session. Exactement, c'est vraiment le but. L'idée, c'est de ne pas être trop amer, de brasser avec de l'avoine et du blé, qui lui donne un petit corps un peu trouble, type easy. Et pourtant, c'est pas une bière qui est forcément très forte en alcool, de mémoire, entre 4 et 5, non ? Non, on est à 6 degrés. À 6 quand même. 6 degrés. Ouais, ça reste léger. Mais c'est vrai qu'elle a quand même un corps assez important pour une bière de. Ouais, on utilise. Cette ABV. On a utilisé de l'avoine et du blé dessus sur une levure de New England, donc pour avoir ce côté easy. Et voilà, et sans être trop chargé, mais comme tu dis, moi l'idée c'était pas d'en faire la NEPA du siècle, mais plutôt t'as certains bars qui la vendent comme une blonde, assez florale, et ça marche super bien. Oui, parce que je pense qu'une personne qui connaît pas forcément la craft et les styles un peu exotiques qui sont, on va dire, un standard pour nous maintenant, tu lui sers ça, c'est un mi-chemin entre une bière qui est accessible et déroutante. Donc il va découvrir quelque chose de nouveau, ça va être trop perdu. Elle n'est pas dénuée d'intérêt niveau arôme et saveur, parce qu'on a quand même quelque chose qui est très floral. On n'est pas sur une bière qui est non plus trop perchée ou avec une amertume trop développée. C'est super équilibré. Bah merci, c'était vraiment ce qui était recherché. Ça marche très bien. Elle marche bien et du coup, pour rebondir sur les mini-fûts, ça a été... en fait, il a fallu faire un choix. Moi, les mini-fûts, ça fait et ayant été éduqué à la bière belge, dans ma coloc, on avait des mini-fûts de Delirium et de cuvée des trolls, surtout. Mini-fûts de cuvée des trolls.
Gros mal de crâne, assuré. Non, on avait ces mini-fûts et j'ai toujours voulu... Alors déjà en amateur, ça a été un moyen pour moi comme je faisais 150 litres par semaine, même si ma maman lavait gentiment les bouteilles, parce qu'on récupérait les bouteilles, même s'ils ont déjà reçu chez eux une palette haute de 2,50 m de bouteilles, ils ont un peu fait la gueule quand il a fallu la mettre dans le garage. Du coup, c'était aussi un moyen de pouvoir faire tester des nouvelles bières. Sur le fût de 5 litres, c'était génial. Tu remplis, quand t'as 20 litres, tu t'amènes ça en soirée. Ça m'a fait marrer parce que hier, on était dans un bar où avec des potes et la serveuse amène la carte des bières et dit... bon, si vous voulez, j'ai de la Toussaint. Et mes potes étaient là, mais non, mais ça fait 10 ans qu'on en boit de la Toussaint, on va passer à autre chose. Mais du coup, ouais, j'ai fait toutes les soirées de mes potes avec des fûts de 5 litres. Avec plus ou moins de succès, il y en a beaucoup qui ont explosé, je te l'avoue. Ah ouais. Ouais, beaucoup. En refermentation, c'était assez compliqué. Et du coup, j'avais un peu abandonné en arrivant sur la brasserie. Et j'ai repris, il y a 2 ans, les tests dessus. Ça marchait plutôt pas mal. Et en fait, est arrivé le confinement. Et comme tout le monde, on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. On ne savait pas quoi faire forcément de nos fûts. En gros, moi je suis revenu en février. J'ai fait un petit voyage en février éducatif sur la bière et quand je suis revenu, ils avaient bien bossé à la brasserie et on avait entre 200 et 300 fûts pour l'été. Voilà, ce qui nous permet en fait d'avoir un mois d'été tranquille avec la prod qui arrive. Voilà, c'est le bon roulement. Et du coup, quand j'ai vu ça, ils étaient tout frais et on savait pas quoi en faire. Je savais pas si ça allait être combien de temps ça allait durer. Donc on s'est dit pourquoi pas renvoyer. On a un beer gun. Truc pour remplir à l'amateur en isobarométrique tes bouteilles et du coup on s'est dit pourquoi pas essayer de transférer des fûts de 30 litres en fûts de 5 litres et puis en fait ça a bien marché, ça a super bien pris. On en a vendu je pense qu'aujourd'hui on en a vendu un peu plus de 500 je dirais, 500 mini-fûts. Ce qui est pas négligeable sur nos ventes et surtout en fait ça a bien fait parler de la brasserie. Moi j'ai trouvé ça très cool et c'est quelque chose qu'on va continuer. Alors on a du mal en ce moment parce que ça nous prend du temps. On va recevoir une cuve qui va nous permettre de pouvoir en faire un peu plus, mais ouais, on va dédier je pense une de nos cuves au mini-fût de 5 litres. Ouais. Et du coup sur le mini-fût il y avait quoi comme bref, il y avait donc la Spot 78, c'était la FPA aussi, majoritairement Spot 78, parce qu'en fait comme tu l'as dit, elle peut être à la fois ultra accessible et un petit peu plus poussée pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus poussé sur les houblons. Et du coup c'était le bon compromis, on en a fait beaucoup. On a fait la French Pale Ale aussi et on a fait une de nos éphémères qui est la Love on the Beat, qui est une bière brassée avec de la betterave, du citron et du gingembre. Est-ce que c'est celle que tu es en train de boire ? C'est celle que je suis en train de boire. Ouais. C'est une session à 3,5 degrés, super rafraîchissante. Et qui est bien en fin de journée quoi, et qu'on a fait en collaboration avec des restos qui nous préparent restaurant nous qui nous préparent le gingembre, le citron et c'est en vente dans leur resto. D'accord, donc gingembre, citron, betterave. Ouais. La betterave elle est là pour la couleur. Alors c'est vrai qu'elle est très c'est un doré. C'est un doré, ouais. Alors la couleur passe un peu avec la cuivrée. Ouais, là, elle est cuivrée. Elle est cuivrée et quand elle sort tout juste de la cuve, c'est vraiment rouge betterave. D'accord. Donc c'est super sympa. Et ouais, la betterave est là, ça lui apporte. On n'a pas le goût terreux de la betterave, on l'utilise juste en infusion. D'accord. Assez rapide. Et du coup, on est vraiment là pour la couleur. Et on est beaucoup plus sur le côté gingembre et citron. Ok. Alors, moi, je n'ai pas partagé cette bière parce que je suis pas un grand fan de gingembre et tu m'as dit qu'il se sentait quand même bien. Ouais. On est bien appuyé sur le gingembre, mais ce qui est sympa en été. Alors, par contre, est-ce que je peux parler de ce que tu m'as servi ? Ouais, vas-y. Parce que du coup, tu m'as servi une bière que tu n'as pas sortie en fait. T'es un petit peu perfectionniste, on va dire, donc du coup, t'as pas voulu sortir une bière qui n'était pas aboutie.
Ouais, exactement. Bah, pas abouti, mais en fait, on a eu des petits soucis d'eau pendant le confinement avec les changements de configuration sur les ions. Et du coup, on a un peu trop de mousse dans notre bière et du coup, on n'a pas envie de la vendre comme ça. Elle reviendra. Elle était trop belle pour la vendre comme ça. Elle reviendra à la perfection bientôt. Donc, c'est une blanche à l'abricot et au thym. Ouais. Et pour le coup, je trouve que ça marche très bien. Moi, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup les plantes aromatiques, le thym, le laurier, ce genre de choses. Je trouve que ça marche très bien dans les bières avec des fruits. Abricot thym, ça se mélange très bien. Il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de dominante du fruit trop sucré. Il n'y a pas de dominante de l'herbe trop aromatique, on va dire. C'est un très bel équilibre. Il y a un côté un petit peu saison au final dans le résultat. Et ouais, c'était très léger. Ouais, c'est 5 degrés quand même. Ouais, 5 degrés. Mais ça se boit très bien, c'est super. Ouais, c'est... Non, c'est sympa. Elle reviendra. Il y a quelques chanceux. Non, elle est en fût. En fût, on a pas de souci. Donc, il y a quelques bars qui la servent. Qui l'ont en fût. Mais ouais, les retours sont bons dessus et on la refera. Et ça me permettra de perfectionner encore le thym avec Guillaume, notre brasseur. Du coup, dans ta gamme d'éphémères, il y a pas mal de bières qui passent. Par contre, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément dans le courant des bières pour beer geek. C'est pas chez toi qu'on va trouver beaucoup de sour, de pastry sour perché, d'imperial stout, ce genre de choses. Non. C'est pas ton dada. Alors, non, c'est vrai qu'on essaye de. Non, c'est ouais. En fait, sur la sour, on est en train. On a fait une recette, hein, on va en sortir une là, une sour sur la fin de l'été. On a fait une sour pour Beer Geek avec les 3 yinches, la connard à l'orange. Hein, c'est vrai. On était là. Non, mais oui, on n'a pas sur les éphémères, on n'est pas axé Beer Geek, c'est vrai. C'est un peu de ma faute parce que déjà moi les sours, je m'y suis mis super tard. J'ai eu beaucoup de mal avec les sours. Voilà, un peu comme la bière belge. Pour en boire, ça. Ouais, en personnel. Après, moi, honnêtement, je peux pas brasser un truc que j'aime pas, clairement. C'est pas possible. D'accord. Ouais. Ça se comprend en même temps. Et voilà. Et du coup, les sours, j'ai eu beaucoup de mal. Guillaume, qui est arrivé en janvier à la brasserie, lui m'a vachement poussé parce que c'est un énorme fan de sour. Donc, on va le faire. On va le faire, on va y venir, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le courant beer geek. En fait, on fait des trucs qu'on aime bien. Et puis ça plaît à qui ça plaît. Après, il y a beaucoup de brasseries qui ont une gamme permanente, on va dire assez passe-partout, qui peut plaire à tout le monde et qui se lâchent un peu justement sur les éphémères. Ouais. C'est un peu le moins le cas chez toi, et pourtant il y a quand même des éphémères avec des recettes un peu originales. Moi, je pense que une des premières éphémères que j'ai dû boire de Toussaint, c'était la Double Louise. Première fois qu'elle est sortie, parce que je crois que tu l'as rebrassée, non, récemment. Ouais, en fait, alors la Double Louise, elle est sortie à la base sous la forme La Louise. C'était une IPA simple brassée donc avec des carottes et de l'orange. Ouais. Donc pour la petite histoire, c'est en rapport c'est un clin d'œil à ma grand-mère qui s'appelait Louise et qui nous faisait des carottes râpées assaisonnées au jus d'orange. D'accord. C'était super bon et j'ai voulu en faire une bière qui étonnamment a très très bien marché. Moi j'avais beaucoup aimé. Ouais. Et elle est revenue en fait l'année d'après sous la forme Double Louise. On était en hiver. Je voulais tester les double mash. Donc 2 empâtages pour monter assez haut sur la bière. En termes d'alcool, et du coup Double Louise orange carotte qui a très très bien marché, notamment à Saint-Malo l'année dernière, sur le Saint-Malo Craft Beer Expo, et du coup en fait elle est rentrée
Alors, elle n'est pas en gamme fixe, mais on la refait régulièrement. On la refait régulièrement. On a deux doubles IPA en fait qui rentrent à la gamme. On a donc la double Louise et on a une DIPA en double dry hop au Nelson Sauvin. Ouais. Je ne l'ai pas goûté, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, et bah ouais. Et là, j'aime beaucoup le Nelson Sauvin en plus. C'est super houblon. Hein. C'est ça. En fait, moi dans le houblon. Ce que j'aime bien, alors, et peut-être pourquoi on tend pas sur les bières ultra trendy, c'est que j'aime bien utiliser des houblons pas très connus. Je t'avoue que Mosaïque, Citra, très bien, mais ça a quand même été revu, déjà vu, revu et mieux fait par d'autres, parce que clairement on n'a pas le matos. Aujourd'hui, on n'est pas en isobarométrique, donc tu vois, on peut pas avoir en termes d'oxydation, etc., la même chose que certains. Du coup, tu vois, si c'est pour refaire des choses moins bien que d'autres, je vois pas l'utilité. Donc le Nelson Sauvin, moi, c'est un houblon que j'adore. Je le trouve génial. Il a ce côté pas ce côté houblon, en fait, gros houblon américain. Il est plutôt sur le côté fruits rouges, le côté sauvignon. Et sur une double IPA toute simple, on fait une double IPA avec un peu d'avoine. On est à 9 degrés. On n'est pas complexe sur les céréales. Hein. L'idée, c'est de laisser le houblon s'exprimer. Et du coup, ça donne quelque chose de très rond. Sur une levure encore une fois de New England qui lui donne ce côté très rond sur le fruit. Et l'idée de cette bière, c'était d'en faire un one shot, de faire en fait une double IPA avec des houblons différents, comme un tour du monde, comme un tour du monde des houblons un peu pas connus. Parce que le Nelson Sauvin, on le connaît de nom, mais c'est vrai qu'en single hop, on le voit pas beaucoup. Voilà, on le voit pas beaucoup. Et du coup, c'était l'idée, voilà, de faire des houblons un peu pas connus ou des houblons expérimentaux. Et au final, on a une demande folle sur celle-là. Donc, on a fait 1 batch, 2 batchs, 3 batchs, et puis là, on va la rentrer à la gamme. Mais ouais, elle est super. Je peux pas te la faire goûter parce que j'en ai plus. Je me débrouillerai pour en trouver. Mais voilà, je pense qu'il y en a plus beaucoup. Ah ouais. Ouais, il y en a plus beaucoup. Je crois que c'est IBU qui a raflé les derniers fûts dernièrement. Ok, pourquoi pas, s'il en reste, il faudrait que je vois. Ouais, je pense. C'est fini. À mon avis, ils sont finis. Ok, bon, tant pis. J'attendrai le prochain. Et tu me parlais tout à l'heure aussi d'une session IPA, myrtille. Tu veux que j'aille te la chercher dans le frigo ? J'ai plus rien dans mon verre. Donc. C'est celle-ci, celle que tu as brassée pour les 3 ans ? Ouais, exactement. D'accord. Donc la bière des 3 et des 4 ans, du coup. Bière des 3 et des 4 ans, parce qu'on ne nous laissera pas faire nos 4 ans. Ouais. Non, on pensait les faire en septembre, et puis avec le Covid, c'est pas... Ouais. Je sais pas si c'est bien de le faire, donc ouais, voilà, donc on le fait pas. Donc là, tu es sur un corps très léger. Donc session IPA myrtille à 3,8. Voilà. C'est ce qu'on demande d'une session IPA. Voilà, c'est ça. Donc on a un truc léger pour pas que ce soit trop flotteux. Encore une fois, on utilise beaucoup l'avoine pour quand même sur 3,8 degrés d'alcool. T'es quand même du corps en fait. Ouais. Et que tu arrives à avoir, tu vois, t'as de la mousse. Ça, c'est... Myrtille, on le voit à la couleur, on peut pas le rater. J'adore la myrtille en plus. Donc ouais, myrtille et cassis. Le cassis aussi, t'as beaucoup. Le cassis, je le trouve beaucoup au nez. Ouais. C'est, je pense qu'à la limite, même le cassis est plus présent que la myrtille. Ouais. Et voilà, donc là, on utilise du vrai fruit. L'idée, c'est de pas avoir un sirop. T'es pas sur une Hoegaarden rouge avec un truc qui est très sucré. Tu as un final super sec et le côté fruit et une pointe d'acidité. Ça pourrait se plaire en sour, mais je trouve que tu as déjà une petite acidité qui est assez agréable. Ouais, en fait, on est à mi-chemin entre la session et la sour. Il y a une acidité qui est légère, pas suffisamment, on va dire, développée pour que ça soit catégorisé comme une sour. Ouais. D'un autre côté, ça vient quand même apporter un petit peu de peps. Et le fruit, on le sent bien. Et comme tu dis, ça reste une finale sèche. C'est pas le fruit sirop de grenadine que tu mets dans ton verre. C'est très, non. très naturel. Non, c'est la myrtille et cassis française. Et c'est très bon.
très très bon. Ouais, c'est très bon, très léger. Moi, j'aime bien. On a et voilà. Et encore une fois, c'est sûr que c'est peut-être pas ultra perché en termes de beer geekitude. Beer geekitude. mais voilà. Mais c'est super équilibré et ça reste frais et ça se boit facilement, quoi. Ouais. Moi, je suis content quand mes potes qui sont pas du tout des beer geeks puissent boire mes bières et dire ouais, c'est bon, ça j'aime bien. Voilà, l'idée c'est vraiment de rester accessible à tout le monde, même sur nos éphémères. Voilà. Après, bon, la blanche abricotin, je pense qu'elle était un petit peu moins accessible à tout le monde. Peut-être. Mais déjà, quand tu mets une herbe aromatique dans une bière, c'est pas forcément. C'est ça. Sauf quand c'est de la coriandre. Ça va peut-être un peu bloqué au niveau des. Ouais, sauf la coriandre. Mais oui, ça bloque un peu plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais ça a rien à faire ici. Voilà. Je vois que tu as un très beau décapsuleur de la Bulldog. Ça me fait penser du coup qu'ils avaient fait une collab avec les deux amants qui étaient la Michel. Ouais. Et donc là, c'était Pêche de Vigne et Romarin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Romarin, je crois. Ouais. Et là, pour le coup, moi, je l'avais fait goûter à des potes qui aiment bien la bière. J'arrive à les mettre dans la bière artisanale, mais qui sont pas beer geeks. Ça les a surpris, pour le coup. Ouais. Ils avaient bien aimé, au final, parce que ça se marie super bien. Mais c'est vrai que c'est surprenant, surtout que il y a autant à boire qu'à manger dans la Michel. Donc, si vous écoutez, les gars, c'est peut-être pas bien. Non, si, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai qu'il y avait encore de la purée de pêche de vigne qui flottait. Hein. Ouais. Après, c'est super délicat sur le fruit et je pense que de toute façon sur une bière comme ça où là tu tends vraiment sur un truc perché, autant y aller à fond. Ouais. Autant avoir de la pêche de vigne dans ton verre, au moins tu montres qu'elle était bien là, quoi, et que c'est pas de l'arôme ou t'as vraiment utilisé de la purée et t'en as mis, quoi. Ouais, c'est ça aussi qui est cool, hein, quand tu peux faire ce genre de truc, c'est cool de montrer que tu utilises des vrais fruits, quoi. Du coup, pour revenir sur la 3, donc la session Myrtille, je sens bien le cassis, on va dire, en attaque. Donc il apporte cette acidité et même son côté fruité. Mais je retrouve quand même beaucoup la Myrtille, surtout sur la finale. Ouais. C'est vraiment très sympa. Je suis un gros fan de Myrtille, alors du coup j'aime beaucoup. Et t'auras le droit de partir avec un pack alors. Yes. Et du coup, en restant sur les éphémères, on va parler un peu de la All Together. Ouais. Parce que, alors nous, on a fait un podcast entier sur la All Together il n'y a pas si longtemps que ça. On en a goûté 6 différentes, dont la tienne, qu'on a mis un peu en compétition, on va dire, si on peut dire ça comme ça, parce que et Maxime et l'autre Alex les avaient dégustés à l'aveugle, et donc on avait la tienne, on avait goûté 2 espagnols avec la grosse et la garage, non, même 3 espagnols, on avait la Basqueland aussi, on avait la Frohgruber en allemande, et on avait la Norse en anglaise. Ouais. Donc, si les gens nous écoutent, ils ont déjà une idée de ce que c'est que la All Together, puisqu'ils ont déjà écouté l'épisode d'avant, sinon il faut qu'ils le fassent. Et donc, collab international qui a été lancé par Other Half sur une base d'une recette, de 2 recettes, on va dire, qu'ils ont communiquées et qui permettaient de faire une bière pour dégager des fonds pour des associations, donc dans le cadre du Covid. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, leur idée, c'était vraiment que tu puisses reverser une partie des fonds à l'association de ton choix, mais qui en fait aidait. Alors ça pouvait être des secteurs un peu différents. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, ça pouvait être aux États-Unis. Ils l'ont beaucoup fait pour aider les bars et la restauration. Exactement. Ouais. Restauration, hôtellerie. Après, moi, j'ai choisi une association qui était un peu qui touchait un peu les 2 secteurs, puisque en fait c'est un choix très intelligent d'ailleurs, je trouve. Ouais, voilà, en fait l'association pour laquelle on a reversé les fonds, c'est le Collectif Solidaire, qui est en fait une association qui a qui a été un peu une jonction entre le secteur médical, les personnels soignants, et les restaurateurs, en leur proposant aux personnels soignants de leur livrer gratuitement des plats qui étaient préparés par des chefs. En fait, le constat, c'était les chefs, ils ont des cuisines à l'arrêt. Ce qu'ils aiment faire, c'est cuisiner.
c'est ce qu'ils font le mieux. Et du coup, bah, on leur apporte des légumes, ou des ingrédients. Ils cuisinent. Et hop, c'est livré au personnel soignant. Et comme ça remonte un peu le moral des troupes. Parce qu'on sait que c'est pas pour l'argent qu'ils le font. Mais au moins, ils avaient ce réconfort de manger des trucs faits par des chefs. Et nous, en fait, donc, on travaille beaucoup avec la restauration, avec notre gamme classique et les éphémères. On travaille avec beaucoup de chefs qui faisaient partie de ce collectif. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas reverser à ce collectif. On en parlait du coup dans l'épisode, c'était un choix très intelligent dans le sens où, comme tu dis, ça vient soutenir les deux mondes, le monde de la restauration et aussi celui du personnel soignant. Parce qu'à la base, All Together, ils voulaient soutenir un peu les oubliés de cette crise. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont déjà été lancées pour les soignants. Eux, ils voulaient qu'on n'oublie pas aussi les milieux de la restauration qui étaient très impactés, forcément. Ouais. Donc toi, tu as trouvé le moyen de soutenir les deux mondes. C'était un peu les deux. C'est vrai que je pense qu'aux États-Unis, ils ont aussi été beaucoup moins soutenus par l'État, les restaurateurs. Certainement, ouais. En France, déjà, tu avais la chance, et nous, on l'a vécu à la brasserie, tu as la chance en tant qu'employeur de ne pas perdre ton équipe, puisque ton équipe était quand même payée, alors même si c'était pas 100% du salaire. Oui, il y a eu le chômage partiel. Il y avait le chômage partiel qui a été... honnêtement, ça a été mis en place... super facilement. En vrai, je veux pas dire qu'il y a eu des problèmes parce que je suis français et que j'aime bien rouspéter. Non, faut le dire quand ça va bien aussi. Et honnêtement, nous, ça s'est mis en place très rapidement et facilement. Et puis voilà, nous, il y en avait 2 au chômage partiel. Moi, en tant que dirigeant, j'avais le droit à rien, donc il a fallu que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai choisi de brasser cette All Together. Comment ça s'est passé pour participer parce qu'en fait, au final, pour résumer, il y a eu plus de 800 brasseries, je crois, dans le monde, sur 50 États des États-Unis et je ne sais plus combien de pays dans le monde au total. Je crois que ça a balayé très très large sur les pays. Hein. Ouais. Et pendant le podcast sur la All Together, on s'était fait quand même la remarque que dans tous les pays, il y avait quand même des gros noms de la craft qui s'intéressaient. Bon, on a parlé de All Together en Allemagne avec Frohgruber et qui était en collab avec Sudden Death et je ne sais plus quelle brasserie, une 3e. Au Royaume-Uni, quasiment tout le monde en a fait. North, Northern Monk et tous les gros. En Espagne, on parlait de Basqueland, on parlait de Garage, ce sont des gros noms aussi. Bon, aux États-Unis, n'en parlons pas. Et en France, et une brasserie en Nouvelle-Zélande qui me tient énormément à cœur, qui est Garage Project, et qui l'ont fait dans les premiers aussi. Ouais. Et à côté de ça, en France, quand le projet a vraiment été annoncé avec les premières à peu près 500 brasseries, je crois, qui avaient été mis dans le projet, on n'avait que 3 noms. Et c'est vrai qu'au final, je crois que maintenant, on est peut-être à 7 ou 8 brasseries qui font partie du projet. Et je pense que les plus célèbres dans le lot, c'est, je pense, Azimut. Et ils s'y sont mis très tardivement. Ouais. Je sais même pas s'ils l'ont déjà sorti. Ils devaient la sortir, je crois. Azimut, ils l'ont sorti la semaine dernière. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que nous, on s'est été étonnés de ne pas voir des grands noms. On a été les premiers. Nous. Et vous aviez été les premiers, exactement. Et pendant très longtemps, en fait. Parce que même sur les 3 premières brasseries qui ont été annoncées, donc forcément, il y avait Toussaint et il y avait derrière la brasserie Sagesse, je crois. En Normandie. Exactement. Et Icebreaker à Toulouse. Ouais. Icebreaker, je ne sais pas s'ils l'ont déjà sorti. Je crois que quand on a enregistré le podcast, elle était encore en to be released, on ne sait pas quand. Sagesse, je crois que c'était pareil. Il y a peut-être une date à mi-juillet, donc peut-être qu'elle est sortie depuis. Mais en fait, quand tout le monde a fait ses premières releases, vous étiez dans cette vague-là, quoi. C'était. En fait, et en plus, nous, on l'a. En fait, ça s'est passé un peu au hasard. Je me souviens plus du nom. Je crois que c'est Culture Bière, le compte Instagram, qui m'a tagué sur la publication. En fait, la publication d'Other Half avait, je crois, 3 ou 4 jours. Ils m'ont tagué, ils ont tagué après les gros, ils ont tagué O'Clock, Piggy, Bopin, tout ça. Voilà, et en fait, j'ai trouvé ça super cool. Et moi, j'étais un peu en phase. On est un peu tout le temps à 300 à l'heure à la brasserie. J'ai mon cerveau qui part tout le temps dans tous les sens. Et en fait, d'un coup, boum, on nous a fait un mur devant. Et on lui a dit, bah non,
tu fais plus rien, tu brasses plus, tu machin, et t'attends de voir comment ça se passe. Et du coup, en fait, c'est un peu tombé au bon moment. J'ai pas déprimé, mais j'étais pas au meilleur de ma forme. Et je me suis dit, en fait, c'est tout trouvé, quoi. On te tag, ça va de toute façon forcément bien marcher. La recette est sympa, c'est rigolo. Et moi, j'avais un peu envie de tester le brassage à l'américaine. En mode tu brasses et une semaine après c'est en bouteille, parce qu'ils sortent quand même les meilleurs IPA du monde et ils les brassent comme ça, hein, clairement. Eux, 2 semaines en cuve, c'est le maximum qu'ils font. Et du coup je me suis dit on va tester un nouveau truc. En plus, en fait, quand j'ai regardé la recette, on avait tout dispo à la brasserie. On avait tous les houblons, on avait la bonne levure, on avait les bons maltes. Je me suis dit vas-y, lance-toi. Ça s'est passé comment du coup? T'es rentré en contact avec Other Half pour t'inscrire au projet? Oui. Ouais, ça se passe comment? C'est ça. En fait, il y avait une sorte de questionnaire à remplir. Tu disais pourquoi tu voulais participer au truc. Tu remplissais des trucs administratifs, ton numéro d'enregistrement. Nous, c'est du coup la TVA ou je sais pas quoi. Et tu disais à quelle association tu voulais reverser. Il fallait mettre quand même un lien vers cette association. Et voilà. Et en fait, moi, à la limite, ça a été plus long pour moi de contacter l'association, et qui était ultra prise à ce moment-là, que Other Half. En fait, le lendemain, ils m'ont dit ok, allez-y, donnez-nous notre la date estimée de brassin, la date de sortie, et envoyez-nous un échantillon quand c'est fini. Et voilà. Et en gros, ça s'est fait ultra rapidement, quoi. Je pense que je crois que dans l'ordre des trucs, je crois qu'on a été tagué un samedi et on l'a brassé le mercredi. Ah oui, c'est ultra rapide. Ouais. Du coup, pour rappeler la All Together, il y avait 2 recettes possibles. Enfin, c'est une même base, mais on pouvait la brasser soit en West Coast IPA, soit en New England. Ouais. Comme beaucoup de monde, t'es plutôt parti sur la New England. Oui. Parce qu'en fait, ça correspond vraiment à ce que j'aime, et tu l'as dit dans tes descriptions de nos bières. Moi, l'amertume, je suis pas un énorme fan. Alors après, on est tous vraiment sensibles différemment à l'amertume. Moi, je pense être assez sensible parce que j'ai vraiment du mal avec les bières amères. Et du coup, la New England, pour moi, c'est le meilleur truc, quoi. C'est pas amer, c'est floral. On arrivait sur l'été, et il fallait que ça soit aussi grand public, parce qu'à ce moment-là, on peut pas sortir de fûts, parce qu'on sait pas, on a des fûts en stock et on sait pas comment ça va se vendre. Et du coup, tu sors quand même 3000 bouteilles, quoi. Donc 3000 bouteilles en plein confinement, il faut les vendre. Et du coup, il faut que ça parle à tout le monde. Et moi, je trouve que la New England parle plus facilement qu'une West Coast. Clairement. Déjà, tu parles au Beer Geek, New England, il se rue dessus. Voilà. Et après, gustativement parlant, je pense que c'est plus adapté au palais d'un néophyte qu'une West Coast. Ouais. Moi, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette recette. Alors, en l'adaptant, encore une fois. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de brasseries qui l'ont suivi, on va dire, à la lettre. Et il y en a quelques-unes qui l'ont adapté. Nous, on avait vu dans le podcast que, par exemple, Basqueland avait complètement réadapté avec des houblons qui n'ont rien à voir. Basqueland, ça n'a rien à voir avec la recette. Voilà. Et c'est d'ailleurs pas ma préférée des All Together. Pareil. Ouais. Et du coup, toi, tu l'as un peu réadapté aussi, mais d'une autre manière. Ouais. Alors moi, je l'ai adapté déjà en un premier temps sur le degré d'alcool, parce que ce que je trouve en fait ultra un peu bizarre dans les New England, pas bizarre, mais je trouve ça un peu traître en fait, parce que les New England, c'est du jus de fruits, machin. Et par contre, derrière, tu te prends des 6 voire 7 degrés et demi, qui en fait te fracassent, quoi. Et en fin de journée, alors après je suis peut-être un peu sensible, mais on a des dures journées à la brasserie, mais une bière à 7,5 en fin de journée, ça te fracasse et t'as du mal à rentrer chez toi, quoi. Et du coup, en fait, j'ai voulu volontairement la baisser en alcool, du coup, ce qui a joué aussi sur le corps, hein. Donc on l'a baissé en alcool, on est à 5,5 si mes souvenirs sont bons. Là où la plupart des autres sont à 6,5, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça.
Donc, ouais, c'est ça. C'était la recette d'origine, c'était 6-5, ouais. Et du coup, forcément, tu joues un peu sur le corps, donc on a un peu augmenté l'avoine, donc on a un peu joué sur les céréales, mais on est resté sur le côté pils, avoine, blé classique, qu'on maîtrise de toute façon sur la Spot 78. Globalement, en fait, Spot 78 All Together, pourquoi on avait tous les houblons, c'est parce que c'est quasiment la même recette, un peu moins houblonnée. Okay. Donc un peu coup de bol. La All Together, c'est une Spot 78 un peu boostée en houblon, quoi. Exactement, ouais, vraiment. Et en fait, ce qui va, du coup, on a modifié la recette et ce qui va naître de tout ça, c'est qu'on va fusionner les deux et on va un peu booster notre Spot 78. D'accord. Et du coup, ce que la All Together a bien plu. Mais donc oui, donc la recette, on l'a adaptée à ça et on l'a adaptée à notre machine aussi, parce qu'on peut pas, on n'a pas la capacité doublonner. Autant que les Américains parce qu'on n'a pas le matériel pour ce qui en fait serait super difficile après pour nous pour la filtration, le passage à l'embouteilleuse, etc. Donc on est un tout petit peu moins houblonné que certains. Après il y en a beaucoup qui ont utilisé sur la All Together de l'extrait en sirop, c'est les sirops de lupuline. Mais non, nous on a un petit peu adapté à notre matos, à notre envie et toujours dans l'idée d'être accessible. Et tu vois, aujourd'hui elle est vendue chez les cavistes, elle se vend hyper bien, même à un public de 78 non beer geek. Et ce qui est cool parce qu'elle plaît aussi, moi j'ai eu des appels de cavistes qui ont une population très beer geek et qui m'ont dit nous on l'a préféré à tel All Together de machin. C'est un écho que j'ai beaucoup eu aussi. C'est un écho que j'ai beaucoup eu d'autres beer geeks qui m'ont dit la Toussaint était ma All Together préférée, elle était plus équilibrée. Et c'est drôle parce que, alors moi du coup je l'ai acheté chez Saubière. Qui est pas très loin de chez moi parce que j'ai vu que Sophie l'avait reçu, j'y suis allé directement. Je voulais goûter la All Together française. J'ai pas été déçu du coup. Et quand on a fait le podcast après, avec moi je la connaissais déjà du coup, et comme je servais, j'ai pas fait la dégustation à l'aveugle, mais j'ai servi donc à Maxime et Alex à l'aveugle les All Together. Et notamment Alex, il avait un peu cette intuition qu'il allait pouvoir reconnaître certaines des All Together au goût. Il pensait pouvoir reconnaître la Toussaint en se disant en France, on n'est pas des férus de New England, on ne saura pas forcément aussi bien les faire qu'en Espagne et compagnie. Et finalement, il n'a pas réussi à la retrouver, où il a à peine supposé, et encore. Et il pensait retrouver aussi facilement la grosse, parce que eux, ils ont une tendance à quand même faire des bières beaucoup plus vertes habituellement, beaucoup plus amères, plus typé West Coast. Et du coup, les voir faire une New England, ils se disaient, je vais quand même pouvoir la reconnaître. Et en fait, il l'a pas non plus trouvé. Tu vois. Et ils l'ont fait... pour moi, elle fait partie des meilleures. Je suis d'accord avec toi. Et elle est vraiment, vraiment cool. Tu vois, Frau Gruber, c'était too much. Moi, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais elle était beaucoup plus ronde. C'est ça. Dans leur style, quoi. Oui. C'était vraiment rap. Et après, les autres, c'était... je sais pas. T'en as goûté beaucoup du coup de All Together ? Ouais. Parce qu'en fait, c'est très drôle parce que du coup, tous les cavistes m'en ont gardé à chaque fois. Ceux qui recevaient, machin. Et du coup, j'en ai. Et je pense que j'en ai encore dans mon frigo que j'ai pas goûté. Après, il y a des pays que j'aurais adoré goûter, des trucs qui ont été brassés au Liban, etc. J'aurais vraiment adoré. Alors, la question derrière, est-ce que tu as pu goûter l'original, la Other Half ? Non, alors non, ils nous ont demandé d'envoyer des échantillons, mais ils nous en ont pas envoyé. Non, je crois que je crois qu'aux Half, c'est quand même très difficile d'avoir des canettes, même quand tu es sur place. Oui, je confirme. Donc, je crois qu'il y a quelques dizaines de minutes d'attente dans la rue chez eux. Quand il y a une release, t'as la queue devant, c'est impressionnant. Ouais. Donc, non, j'ai pas pu goûter. J'aurais bien aimé. Mais il y a des pays qui m'attirent. Il y a des certaines, j'aurais vraiment bien aimé goûter de pays qu'on n'attend pas du tout, comme le Liban. Et je crois que le Liban, ils sont en train d'envoyer des trucs vraiment bien. Ah ouais ? Ouais, je lisais un article là-dessus et je crois qu'ils vont envoyer des trucs cool. Et après, ma brasserie de cœur, j'aurais bien aimé goûter Garage Project, mais pareil. La Nouvelle-Zélande, c'est loin. C'est compliqué à porter. Ouais. Mais s'il y a des gens en Nouvelle-Zélande qui écoutent ce podcast et qui veulent m'envoyer... Je te dirais, mais je crois pas qu'on ait public en Nouvelle-Zélande, malheureusement. Mais en tout cas, j'aimerais bien goûter ce qu'ils ont fait.
Mais tu vois, nous, dans les 6 qu'on avait goûté, de mémoire, mon top 3, sans le classer dans un ordre particulier, mais les 3 qui m'avaient le plus plu. Du coup, il y avait la Toussaint, la grosse, et j'avais quand même mis la Frogruber dedans parce que c'est vrai qu'elle était assez exubérante. J'avais un peu d'office éliminé la Basqueland parce qu'elle n'était pas. C'était bon, mais c'était pas ça. C'était pas la recette, ouais. Exactement. Ouais. Et non, c'est quoi? C'est Northern aussi qui en La North. On avait goûté la North, pas la Northern Monk, mais la North Brewing et la Basqueland, la Garage. Okay, qui m'avait un peu déçu parce qu'ils ont un très bon niveau Garage et pour le coup le Roll Together m'avait un peu déçu. Je crois que j'ai goûté Garage aussi et elle m'a pas marqué. Elle m'a pas marqué. Et du coup il était ressorti que du coup la Toussaint était celle qui avait le plus haut degré de pintabilité. Ouais. Et c'est ce que tu recherchais au final. Mais exactement, c'est ce que je recherchais et c'est ce que je recherche. Moi il y a quand même un truc qui ça se voit globalement dans ta gamme. Hein. T'as des bières qui sont faciles à boire. C'est ça. Et après, on parlait de la double Louise ou de la double IPA qui sont plus costauds. Mais bien que y ait des certains brasseurs à Saint-Malo qui en aient bu beaucoup de la double Louise, mais je crois qu'ils se sont retrouvés sur des mâts de bateau, donc on les citera pas. Mais mais ouais, non, c'est le but, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu en fait j'ai de plus en plus de mal et c'est pour ça aussi que je me tourne vers de plus en plus vers la sour, parce que j'ai de plus en plus de mal sur les grosses IPA qui te râpent la gorge et qui sont très lourdes. Et au final c'est pas les trucs que je préfère, donc c'est pas forcément les trucs que je brasse. Mais du coup, la All Together, tout ça, en fait, c'est un petit peu la NEPA à la française, un peu raffinée. Ouais, c'est gentil, mais moi, ça me plaît. Ça me plaît que tu dises ça. Mais ouais, c'est ça. C'est pas bourrin. C'est pas bourrin. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour. Parce que le but, quand même, c'est qu'on ait le maximum de gens qui se tournent vers la craft. Et si tu leur proposes des trucs qui partent. Qui partent dans un peu tout et n'importe quoi ou des gros trucs, et ils vont pas tous se tourner vers ça. Et puis en plus, encore une fois, y a des gens qui le font très bien en France et je leur laisse. Je vais faire un peu l'instant promo, mais je sais pas si tu connais le podcast Binous USA. Non. C'est 2 francophones, 2 Français qui sont installés en Louisiane et qui font un podcast sur la bière et de manière générale tout ce qui tourne autour de la culture locale, cajun et compagnie. Et donc forcément, ils boivent à chaque fois des bières locales, des bières américaines, des trucs très chargés, comme tu dis. Ils ont une notion de l'IPA qui est un peu différente de la nôtre. Et j'avais échangé avec eux et je leur avais fait parvenir quelques bières françaises parce qu'au final, ils y vivent depuis un petit bout de temps et ils n'ont pas vraiment la notion de l'évolution du monde de la craft en France. Ouais. Je leur avais envoyé du coup quelques bières qui venaient d'Île-de-France. Et c'est très drôle parce qu'ils trouvaient du coup un côté très raffiné dans la bière française. Ouais. La French Touch, alors ils trouvaient ça très bon et du coup très différent de ce qui se fait aux États-Unis avec un côté beaucoup plus subtil, beaucoup plus délicat. Ouais, et que tu retrouves ce côté subtil et délicat que tu retrouves au Canada. D'accord. T'as quand même on connaît moins à part quelques gros noms comme Dieu du ciel ou ce genre de choses. Ouais, mais... t'as des trucs. Moi, j'ai fait un tour au Canada et tu trouves tu trouves vraiment des microbrasseries partout. Oui. Et en fait, ce qui m'a marqué. Parce qu'en France, on était c'était il y a 2 ou 3 ans, et on était sur le plein houblon, amertume, machin. Et en fait, t'as une scène là-bas qui ressemble beaucoup à la scène française, je trouve, où t'es plus raffiné. Ils utilisent des houblons qu'ils cultivent eux-mêmes. Les houblons, je les trouve très proches des houblons français. T'as certains houblons, je retrouvais vraiment, il y a certaines bières, je retrouvais la FPA, tu vois, le côté aramis, résineux, boisé, mais subtil. Et c'est vrai que t'as ça au Canada, et c'est super différent, je trouve, de la scène US, pour le coup. Ouais. Et c'est assez intéressant, du coup. C'est vrai que la scène US, elle n'est pas forcément très réputée, pas très connue en France, dans le sens où c'est pas forcément facile de l'importer. Mais ce qu'on peut y goûter, c'est toujours très punchy, que ce soit dans les IPA, alors soit les NEIPA ultra rondes, ultra juteuses, les West Coast très amères, ou même eux, quand ils se mettent à faire de la spontanée, qui est toujours très marquée, très... Ouais, c'est vrai que la bière subtile aux États-Unis, on la connaît pas trop. Ouais, c'est vrai que ça se trouve, il y en a, hein, elle n'est pas chez nous. Oui, c'est ça. Non, après...
Après, je pense que aussi, ce qui est importé, c'est ce qui marche aujourd'hui en France, et ce qui marche, c'est la grosse double IPA ou la grosse NEPA, quoi. Clairement. Du coup, on a un peu parlé de tout ce qui a fait le passé et le présent de Toussaint. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir de prévu Dans l'avenir, on a pas mal d'idées en tête. Déjà, tu me parlais tout à l'heure que ça va un peu s'agrandir, que tu vas avoir des nouveaux fermenteurs qui arrivent. Ouais, alors on continue à s'agrandir dans l'espace qui reste. On joue un peu à Tetris. L'idée c'est de faire 50% de plus de prod l'année prochaine, donc être sur les 1500 hectos l'année prochaine. Et puis avant le passage à un outil beaucoup plus gros. Qui normalement était prévu pour septembre 2021 avant le Covid. Et après Covid, on sera plutôt sur début 2022. Donc, outil plus gros. On reste toujours à taille humaine. Et l'idée, c'est d'être un peu plus ancré au niveau local avec un brewpub, beer garden. Un truc qui va nous permettre de à la fois s'étendre sur le territoire national, produire plus, tout en restant limité quand même. On se met une limite max qu'on ne veut pas franchir, et en même temps l'ancrer un peu plus en local, avec être encore plus proche, avoir une boutique, un brewpub. Pouvoir vraiment accueillir les gens et montrer, toujours dans le souci de transmettre, montrer que voilà, on fabrique ça sur place, que c'est vraiment fabriqué ici, qu'on commande pas nos fûts, mais voilà, qu'on fabrique et qu'on le fait avec des céréales, et puis pouvoir être aussi plus proche du public, comme tu l'as dit. On n'est pas axé beer geek, mais pouvoir aussi expliquer pourquoi on veut faire une gamme plutôt accessible. Je perds mes mots. Quand tu ne parles pas, on va dire, à un public beer geek, mais plus généraliste, c'est là que tu as le plus d'éducation à faire, que le contact avec la personne est le plus important, pour lui montrer qu'est-ce qui fait que ta bière est artisanale, elle est produite sur place, qu'est-ce qui la différencie d'une industrielle, qu'est-ce que tu vas apporter. Exactement, et puis que c'est un vrai travail, tu vois, et c'est vrai qu'on a un peu aussi tendance à perdre cette idée du boulot derrière, parce que même si, je sais pas, tu sors une bière qui plaît pas forcément à tout le monde, derrière il y a du taf, quoi. C'est des horaires de 12 heures par jour, c'est tout le temps de travail, et l'idée vraiment avec la future brasserie, c'est de pouvoir montrer aux gens aussi, être plus visible qu'aujourd'hui, sur le fait, voilà, il y a du boulot. C'est du travail, c'est de l'artisanat, on est une équipe à taille humaine, et on va essayer de produire ce que nous on aime avant tout, et on va essayer de le faire au mieux. Ça a l'air top en tout cas. Et du coup, ça devait être prévu fin 2021, ça sera plutôt... Ouais, c'était plutôt normalement septembre 2021, et on sera plutôt sur un début 2022, si tout va bien. Ça implique un changement de local, du coup ? Ouais, changement de local. On reste dans le même lieu. Je tairai le lieu jusqu'à ce que... Parce que tu sais déjà où tu iras. Le permis de construire. Ouais. On a tous les plans. Okay. On a tout... Le projet est déjà bien lancé. Ouais, ça va faire 1 an qu'on travaille dessus. D'accord. Le projet est déjà lancé. Mais voilà, je préfère prendre mes précautions et dire que ce ne sera pas avant janvier 2022. Évidemment. Voilà, et on aura peut-être une bonne surprise. Ok. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, parce que sinon, la question, on va dire, de la fin, c'est souvent, mais comment on trouve de la Toussaint et où on trouve de la Toussaint pour les gens qui veulent en boire maintenant ? Alors, où on trouve de la Toussaint ? Déjà, pour les gens qui habitent autour, on a une boutique, qui est à 100 mètres de la brasserie, qui n'est pas collée à la brasserie, parce qu'on n'a plus de place ici, comme tu peux le voir. Ouais, non, c'est bien chargé en effet. Mais du coup, on a une boutique à Louvciennes, donc il y a l'adresse de la boutique sur notre site internet. Et on a quelques partenaires en envoi dans toute la France.
type Find the Bottle, pour pas les citer. Là, encore une fois, tout est sur notre site quand il est à jour. Je m'en occupe bientôt. Et après, on a un réseau de distrib alors qui reste assez local, puisqu'on vend essentiellement en Île-de-France. Donc caviste à bière et puis surtout si vous voulez en goûter et que vous connaissez bien votre caviste, vous pouvez lui dire de nous référencer si on ne l'est pas chez lui, et on se fera un plaisir de lui répondre et lui livrer des bières. Bon, super chouette. Du coup, majoritairement, j'imagine, on est caviste Île-de-France pour le moment, ou on te trouve quand même un peu en caviste ailleurs? Non, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais non, pour l'instant, on est beaucoup plus Île-de-France. En fait, on est en direct, on travaille en direct avec on n'a pas de distrib pour l'instant, et du coup, on est plutôt majoritairement en Île-de-France. Ouais. Ok. C'est là où c'est le plus frais. Bah oui, forcément. Bon, merci beaucoup Clément. Est-ce que tu as un petit dernier mot à... Merci à toi en tout cas d'avoir pris la peine de venir jusqu'à nous. Ça, pour moi, c'est pas très loin. Et merci pour cet échange. C'est très sympa de pouvoir. On a encore battu un record sur le Mini-Zot. Au début, tu me disais que tu n'étais peut-être pas très bavard et que tu savais pas si ça allait durer. Mais en fait, je suis bavard. Voilà, il y avait des choses à dire et c'était très intéressant. Du coup, il va peut-être vraiment falloir songer à changer le nom de ce format, parce que Mini-Zot, ça a plus marché. Bon, merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Et chose importante à dire, il faudrait que je le dise avant et pas tout à la dernière minute, mais merci de nous noter sur Apple Podcast, de nous laisser un petit commentaire. C'est super intéressant et très bon pour le référencement. Voilà. Allez, à bientôt.